Alors que la République démocratique du Congo traverse une période sensible, particulièrement marquée par la persistance de l'insécurité à l'est du pays et aussi par des profondes recompositions sur la scène politique, au cœur des débats, on retrouve le parti politique SID de Martin Fayulu, entre appel au dialogue, initiative diplomatique et repositionnement stratégique politique. Ce sont là les différentes questions que l'on se pose dans le pays. C'est pourquoi les 13 questions reçoivent pour vous, mesdames et messieurs, les secrétaires provincial adjoints de l'ESID, parti de Martin Fayulu Okulu, qui répondra certainement aux 13 questions de l'ESAS Télévision. Je vous invite à vous abonner massivement pour suivre cette émission. Et aussi, comme vous le savez, la province du Koulou, autrefois une province à vocation, une province qui était constituée comme le bastion de l'opposition. Aujourd'hui, le parti SID fait face à l'ancrage des structurations des différentes politiques, et il cherche également, ce parti, les positionnements du point de vue électoral, vu que les échéances de 2028 s'approchent déjà. Maître Hubert Ntomo, c'est de lui qu'il s'agit, l'invité des 13 questions qui va répondre à notre question. Bonsoir maître. Bonsoir monsieur le journaliste, monsieur Nicolas. Êtes-vous prêt à répondre à toutes nos 13 questions? Justement, nous sommes là pour ça. Maître Hubert, ça fait quelques jours passés où nous avons vu Martin Fayulu Madidi et Tshisekedi, c'était au Washington. Pourquoi ces rapprochements? Quel est le dessus des cartes de cette rencontre? Merci beaucoup monsieur Nicolas. Comme vous l'avez dit à l'introduction, notre pays fait face à une guerre d'agression et qu'il est temps pour que tous les Congolais s'unissent, pour que nous puissions faire un front, c'est que nous avons appelé le camp de la patrie, pour éviter l'implosion du pays, pour éviter la balkanisation de notre République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre, le président élu Martin Fayulu a toujours prôné la cohésion nationale. Le président Martin donne de son temps, donne de son énergie, de ses capacités intellectuelles pour défendre bec et ongle notre patrie, la République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que le 5 juin 2025, que le président Martin a été voir M. Félix Tshilombo pour parler pays, pour parler nation. Et la deuxième fois, c'est comme vous l'avez dit, c'est à Washington, le 5 également, février 2026. Pour la première fois, c'était, vous le savez, que nos pères spirituels avaient depuis un certain temps pris le bâton de pèlerin pour tenter de rapprocher les partis, pour que le dialogue se tienne. Ce dialogue que nous avons voulu depuis 2019, lorsque, après les élections de 2018, vous savez ce qui s'est passé, la victoire du peuple a été volée. Et en 2019, il y avait déjà le plan de sortie de crise proposé par le président Martin Fayulu, leader de la Mouka, président de l'ESID. Et cette première rencontre avait pour objectif de pouvoir pousser M. Félix à recevoir le père spirituel qu'il avait déjà reçu. Lui, Félix avait déjà reçu et qu'ils avaient le rapport à lui transmettre. Malheureusement, ces acolytes, les djalelulistes, ceux qui ne l'aident pas, ne voulaient pas que nos pères spirituels de les cesser de la Sengo puissent le rencontrer et lui faire le rapport de la tournée qu'ils avaient. C'est dans ce cadre-là qu'il a rencontré pour la première fois et lui dire que le pays est en train de partir. Nos frères et sœurs meurent comme des mouches à l'est et ailleurs. Et la deuxième fois, c'est lors de petit déjeuner
national de prière organisé aux États-Unis, le 5, qui se sont encore rencontrés. Ce n'était pas sur sa demande, mais c'était l'organisation de ces assises-là où il y a eu beaucoup d'hommes politiques, de personnalités. J'avais assisté, il y avait le président Trump, le président des États-Unis d'Amérique, et d'autres personnalités, sénateurs, personnalités politiques. C'est dans ce cadre que le président Martin avait été aussi invité en tant que le leader de la résistance, comme d'autres le diraient, de l'opposition. Et ils se sont rencontrés, les deux, M. Tshilombo et le président Martin. Ils ont parlé Congo. Ils n'ont pas parlé autre chose, ils ont parlé Congo, particulièrement sur les dialogues. Pour lui dire et attirer son attention sur le danger que pour la République démocratique du Congo, ce danger de la balkanisation, tel que vous le savez, nos ennemis sont là, ils veulent déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo, ils veulent piller nos richesses, et ils tuent, ils pillent, ils violent. C'est ainsi que le président l'a rencontré à Washington et ils ont parlé dialogue. Il faut que ce dialogue-là se tienne. C'est l'unique solution de sortir de cette crise sécuritaire, politique également. Sans le faire, c'est laisser la République démocratique du Congo être balkanisée. Et toute personne, tout Congolais qui refuse le dialogue, celui-là peut être considéré comme le vecteur, comme celui qui est à la base ou celui qui veut l'implosion de ce pays. C'est que le peuple congolais n'acceptera jamais. Voilà ce qui a été au cœur des discussions entre le leader de l'Amouka et M. Antoine Félix Tshilombo. Vous êtes, en fait, vous acceptez les dialogues. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Martin Fayulu est prêt à intégrer les gouvernements que va diriger Félix Antoine Tshilombo? Merci beaucoup, M. Nicolas, pour la question. Mais vous, journalistes, vous aimez toujours parler de l'intégration du gouvernement. Il y en a qui vont même plus loin pour dire non, il est en train de chercher le poste au sein de ce gouvernement. Mais je veux vous rappeler une chose. Après les élections de 2018, brillamment gagnées par le président Martin, il y a eu le braquage électoral, comme nous l'avons dit. Il y a eu des propositions faites pour que le président Martin devienne vice-président de la République, ce qui n'existe pas même dans notre constitution, et tant d'autres propositions qui ont été faites. Il a refusé. Deuxièmement, à la création de l'Union sacrée, lorsqu'il y a eu séparation, divorce entre le FCC Cash, vous savez ce qui s'est passé, il y a eu des consultations. Moïse Katumbi, Bemba et tant d'autres qui étaient avec nous dans la résistance ont quitté pour rejoindre M. Félix et son équipe pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union sacrée de la nation. Mais le président Martin n'y est pas parti. Il ne voit pas son intérêt personnel. Les autres sont partis. Nous savions qu'il n'y a rien de grave là-bas. Les uns et les autres sont partis pour des intérêts égoïstes et non pour l'intérêt du peuple congolais, pour la nation. Voilà, ils sont partis et nous sommes restés. Récemment, composition du gouvernement Souminois II. Vous avez vu des entrées. Vous avez vu monsieur le leader des Nouvel Élan entrer dans le gouvernement. Vous avez vu celui qui était autrefois ministre de la Justice
ministre d'État et ministre de la Justice, entrer dans le gouvernement. Mais vous n'avez pas vu un membre de la MOUCA. Vous n'avez pas vu un membre de l'ECID. Vous n'avez pas vu le président Martin Fayulu Madidi dans ce gouvernement. C'est pour vous dire, la démarche du dialogue, ce n'est pas d'aboutir à un gouvernement d'union nationale, non. En fait, à la recherche de l'emploi. Et d'ailleurs, le président Martin ne va pas quémander de l'emploi. Le président Martin ne vit pas de la politique. Le président Martin, c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie. Qui a travaillé toute sa vie avant de venir dans la politique. Le président Martin n'a pas commencé la politique aujourd'hui. Je vais vous rappeler qu'il a été à la conférence nationale souveraine. Plusieurs personnes ne le savent pas. Ce ne sont que de rappels. Et il vit normalement de ses moyens en tant que Congolais qui a bâti sa vie, qui a pensé à sa retraite et qui continue à penser à sa retraite avec de l'argent propre, pas de l'argent sale. Si le président Martin Fayulu était quelqu'un d'avare, il serait dans le gouvernement. S'il était quelqu'un qui pensait à ses intérêts égoïstes, il serait depuis dans le gouvernement, il assumerait des fonctions. Mais ce qui lui vient en tête, c'est la République démocratique du Congo, la nation que Dieu nous a donnée avec des richesses que nous connaissons. Et lorsqu'il s'agit du Congo, vous trouverez le président Martin. Souvenez-vous encore qu'il avait signé un communiqué, même avec ceux qui lui ont fait du mal, en confisquant la victoire du peuple congolais. Ici, je parle de FCC à l'époque. Mais ils ont signé un communiqué avec le FCC, avec Ensemble et tant d'autres partis. C'était pour un objectif, lequel barrer la route à cette velléité qu'avait le régime en place de changer la constitution. Ils se sont mis d'accord parce qu'il s'agissait de la vie de la nation. Et ils ont signé un communiqué. Ils ont été ensemble. Et la suite, vous connaissez, on n'en parle plus. Dans ce sens, qu'ils continuent à se battre pour ce pays. Alors, maître, quelle est votre position, vous et SID, en ce qui concerne le format dialogue qu'a proposé le président de la République, dialogue format institutionnel? Et puis, comment vous percevez l'initiative de médiation angolaise? Vous savez, nous sommes à la recherche de la paix. Ce n'est pas seulement l'Est du pays, mais à Kinshasa, dans les grands banous, il y a les Mbono qui sèment la terreur. Il faut, pour restaurer la paix, que tout le monde se mette autour d'une table. Les initiatives prises ailleurs tendant à ramener la paix en République démocratique du Congo sont encouragées. Alors je disais que là où il y a des initiatives pour la paix, on ne trouve aucun inconvénient, mais ça ne peut pas se passer sans les Congolais. Mais lorsque vous dites le format institutionnel, mais vous savez, M. Félix lui-même, c'est un problème. Lui-même constitue un problème. Il ne peut pas être juge et parti. Il faudrait qu'il y ait des personnalités indépendantes et pris des bonnes moralités qui puissent piloter ces dialogues. Et nous parlons toujours de nos pères spirituels qui connaissent bien nos réalités, qui connaissent mieux les problèmes. Voilà pourquoi nous avons toujours souhaité que ce dialogue-là se tienne avec nos pères spirituels. S'il y a d'autres initiatives, on ne trouve aucun inconvénient que tous puissent converger ensemble, qu'on ait un seul format pour que nous puissions
retrouver la paix, que les Congolais se parlent face à face. De quoi vont-ils parler dans ce dialogue? Parce que nous parlons dialogue. Nous, à l'ECD, nous savons que ce dialogue-là, nous avons déjà un thème. Vérité, réconciliation, cohésion nationale. Nous devons nous dire des vérités. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Pourquoi les gens ont pris les armes? Pourquoi il y a beaucoup qui sont partis en exil? Nous devons nous dire des vérités. Nous devons savoir ce qui s'est passé. Et après, on va se réconcilier. Et il n'y a pas de réconciliation sans réparation. Il n'y a pas de réconciliation sans pardon, sans réparation. Lorsqu'on aura connu des vérités, on se serait réconcilié, on sera ensemble pour que la cohésion nationale puisse exister entre les Congolais et que nous puissions aller de l'avant, mettre nos ennemis en difficulté de ne plus oser attaquer notre temps. Puisque quand nous sommes unis, c'est le Congo qui va, n'est-ce pas, chacun de son côté, chacun avec ses compétences et qualités, nous allons tous mettre dans la main, vaincre l'ennemi. Mais lorsqu'on est divisé, nous donnons des béquilles à nos ennemis. C'est pourquoi vous trouvez là des infiltrés. Ils utilisent des Congolais, des marionnettes, pour nous faire la guerre. Disons, monsieur le journaliste, monsieur Nicolas, s'il y avait un Congolais qui devrait prendre les armes, mais c'est le président Martin. Pourquoi il ne l'a pas fait? L'amour du Congo. Le président Martin n'a pas le sang dans ses mains. Jusqu'à ce qu'il mourra. Plus de 100 ans, ou comme à 100 ans. Aussi Manzete, il ne touchera jamais au sang des Congolais. Il ne versera pas le sang des Congolais. Voilà le patriote qui a mis des intérêts égoïstes de côté, mais qui voit l'intérêt de la nation. Voilà ce que nous pouvons répondre par rapport à ça. Maître, ça fait longtemps, vous clamez les dialogues. Vous avez même créé votre camp que vous appelez camp de la patrie. Quel cahier de charges, une fois ces dialogues alliés, allez-vous présenter à la nation congolaise? Est-ce que ça sera seulement vérité et réconciliation comme vous venez de le dire? Monsieur le journaliste, je pense que quand on parle de dialogue, chaque partie prenante vient avec son cahier de charge. Chaque partie prenante vient avec son cahier de charge. Et nous, à ICD, nous, à la Mouka, notre cahier de charge existe déjà. Mais ce n'est pas les lieux indiqués pour moi de commencer déjà à divulguer notre cahier de charge parce que ça relève de la compétence de nos autorités au niveau national. C'est là qu'on gère encore le cahier de charge. Ça a été transmis. Il ne faudrait pas que je puisse déjà dévoiler ce que nous voulons. Mais au moins, le thème, nous le savons, c'est celui que je viens de développer. Le contenu, c'est celui-là. Parce que lors de ces dialogues, vous savez, ce que nous recherchons, c'est quoi? C'est pour qu'en 2023, qu'il y ait des élections libres, transparentes, démocratiques, des élections apaisées. Et pour ce faire, il faudrait qu'il y ait des réformes institutionnelles. Pour ce faire, il faudrait que la CENI soit révisitée. Il faudrait que la loi électorale soit révisitée. La Cour constitutionnelle également. Ce sont ces trois piliers pour que nous ayons des élections dignes dans ce pays. Si on ne le fait pas, ça devient un problème très sérieux. Nous allons tomber dans les mêmes situations comme en 2018 et en 2023. C'est pourquoi nous voulons qu'en 2028, lorsqu'il y aura élection, que ce soit les très bonnes élections du monde. Qu'il n'y ait pas de tricherie. Mais c'est bien comment chacun ou plusieurs membres de l'Union sacrée ont eu des machines à voler, comme nous les appelons, se sont fait voter chez eux à la maison, dans leur bureau, dans leur chambre, dans des champs. Nous ne voulons plus vivre
ces simulacres d'élection de 2023. Maître Hubert Ntomo, revenons au Kwilu pour parler de l'ECD Kwilu. Comment se porte votre parti ici en province? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. À ma qualité de premier secrétaire exécutif provincial de l'ECD Kwilu, je peux vous dire que l'ECD Kwilu va très très bien. Le secrétariat exécutif provincial de l'ECD Kwilu est piloté par le professeur Willy Mukwanga, à qui j'ai dit mes salutations, là où il est. Et le premier adjoint, c'est bien moi, Maître Hubert Ntomo, et Poulou. Et le deuxième adjoint, c'est M. Rufin Kapai. Nous nous sommes mis ensemble pour travailler main dans la main pour que les idées puissent vibrer dans la province du Kwilu. L'année passée, nous avons organisé des descentes sur le terrain. Nous avons été à Massi, nous avons été à Kikwit, nous avons été à Vanga. Cette année, alors qu'il y en a qui dormaient encore, qui sabraient la fête de fin d'année, les 2 janvier 2026, nous avons encore pris notre bâton de pèlerin. Nous sommes descendus encore sur le terrain. Nous avons été à Boulungu, je voulais dire, nous avons été à Idiofa et nous avons été à Kalo, en passant par Kwenge. Nous avons eu des activités. C'est pour l'implantation du parti, pour la sensibilisation, pour la mobilisation. Voilà pourquoi le secrétariat exécutif provincial a nommé dans tous les territoires des sectionnaires, dans nos 2 villes, Kikwit et Bandundu, des sectionnaires urbains qui dirigent avec compétence nos entités. Et il y a des cellules qui sont créées dans toutes les villes, dans des villages, dans des coins et recoins. Nous voulons que les idées puissent être le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo. Le travail se fait. Nous sommes dans la résistance. Avec nos moyens de bord, nous le faisons. Avec le sacrifice, nous continuons à le faire. Vous avez constaté que ceux qui n'ont pas pu supporter être en dehors des institutions pour se faire des santé financières, des intérêts partisans, ils sont partis dans le gouvernement. Mais vous ne nous avez pas vus là-bas. Nous travaillons très dur sur terrain. Nous implantons le parti. Ce sont les directives que nous avons données à nos sectionnaires. Ce sont les directives que je viens de donner à notre sectionnaire ici à Bandundu-Ville, Mama Iguette. Et ce sont les directives que nous avons données à tous les cadres du parti de pouvoir implanter. De pouvoir l'implanter partout. Parce que chez nous, tout cadre, tout militant a le pouvoir de créer des cellules et de venir informer les autorités compétentes pour que cela soit pris en compte par ceux qui gèrent la province, ceux qui gèrent les villes et ceux qui gèrent les territoires. Donc, nous sommes en pleine sensibilisation, nous sommes en pleine mobilisation pour les dialogues également, pour que tout le monde se mette debout et que 2028, ça sera encore la victoire comme ça a été en 2018. Sans l'implantation, vous n'aurez pas les résultats. Maître Hubert Ntomo, malgré vos efforts d'implantation, on se rend compte qu'il n'y a pas engouement de l'ECD. Est-ce que peut-on dire que les 2 cycles électoraux de 2018 et 2023, vous avez à un certain moment fragilisé, découragé? Par exemple, ici à Bandundu-Ville, on ne sent pas l'ECD. Monsieur Nicolas, quand vous dites on ne sent pas les idées, mais vous êtes en face de qui? Le premier secrétaire exécutif provincial de l'ECD, Kwilu. Vous avez à ma gauche, Mama Iguette. Vous avez les cadres, notre président de la Ligue des jeunes, Béni. Nous avons notre camarade
Olivier. Hier, j'ai tenu une réunion là-bas, dans leur cellule. Nous avons M. Zidane, nous avons M. Pinaka et nous avons M. Cédric Poutoubala qui sont dans le parti, et nous avons les autres membres, la pluie a dérangé, qui sont en train de fournir un grand effort pour l'implantation du parti. Mais dites-moi un peu, messieurs les journalistes, vous qui êtes sur terrain, vous êtes journaliste d'investigation, est-ce que vous voyez les activités de partis politiques de la majorité, pour ne pas dire de l'Union sacrée, ici sur la ville de Bandung? Est-ce que vous le voyez? Ne fût-ce que organiser une matinée politique, ils peuvent avoir 200, 300 personnes. Vous ne trouverez pas. Vous ne me donnerez pas les images, vous êtes ici avec nous. Mais nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler chaque dimanche, puisque je suis dans la ville de Bandung. Chaque dimanche, il y a l'implantation des cellules dans la ville de Bandung. D'ici là, nous allons organiser une matinée politique de grande envergure avec nos autorités au niveau national qui viendront ici. Et ça, c'est déjà le prélude de ces assises-là. D'abord le travail sur terrain, et puis une activité de grande envergure. C'est pour dire que les idées se portent très bien. Les idées se portent à merveille. Ceux qui dirigent les idées, tous les cadres, mettent la main dans la poche, mettent la main dans la pâte pour l'implantation du parti, pour la visibilité du parti, pour que ESID soit réellement ce parti de masse. Ne voyez pas lorsque un membre, un cadre de l'Union sacrée arrive ici à l'aéroport, à notre aéroport, très sale, dangereux. Lorsqu'ils arrivent, ils recrutent 20, 30, 50 personnes avec les billets de banque. Et c'est là que vous dites, les autres partis, il y a des militants. Lorsque vous affamez votre propre population, et après vous leur apportez des miettes, 2000 francs, 3000 francs, pour venir vous accueillir, et après il n'y a plus rien. Il n'y a que SID qui est en train de vibrer sur toute l'étendue de notre province du Kouillou. Et nous travaillons pour ça. Maître Hubert Ntomo, la région de Bandundu autrefois était considérée comme bastion de l'opposition, la base de Martin Fayulu. Comment expliquer que cette même région aujourd'hui a basculé avec une large majorité acquise au pouvoir? Est-ce que peut-on dire que Martin Fayulu a perdu sa crédibilité sur sa base et les Koulous? Monsieur le journaliste, il ne faut pas réduire le leadership du président Martin au Kouillou. Ça, vous faites une mauvaise lecture de la personne qui incarne les valeurs de la République. La personne sur qui le peuple congolais compte. Ne réduisez pas l'ancrage du président Martin dans le Kouillou. L'ancrage du président Martin, ça déborde même les territoires nationaux. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais je vous le répète, je vous le rappelle. Vous le savez, quand vous dites que on a perdu, le président Martin a perdu l'ancrage dans les Kouillou, qui est son bastion, machin. C'est ce qui se constate. Je pense que lorsque vous dites c'est ce qui se constate. Il n'y a même pas un député ici de l'ESID. Bien que on ne va pas parler des élections, comment ça s'est passé, mais au moins on devrait en principe avoir ne serait-ce qu'un député de l'ESID. Je ne sais pas, messieurs les journalistes, je ne sais pas si vous vivez à Bandundu-Ville, lorsque vous posez cette question. Ça ne se comprend pas. Vous savez qu'en 2023, nous n'avons pas aligné des candidats députés nationaux, provinciaux, au niveau sénatorial, vous le savez. Mais la conséquence, c'est quoi? On ne peut pas avoir des députés ou des sénateurs à tous les niveaux. C'est une logique. Mais malgré ça, on parle de l'ESID. Malgré ça, l'ESID est debout. Malgré ça, nous ne sommes pas découragés. Écoutez, l'ancrage du président Martin existe toujours. Je pense que peut-être vous êtes en train de dire
de me faire dire ou de vouloir me faire dire. Et c'est ça la réalité. Lorsque vous voyez ces ventriotes, ceux qui ont traversé, qui vont à l'union sacrée, c'est pour protéger leur poste, par exemple, pour chercher à manger, pour chercher du pain. Mais nous sommes là. Chacun chez nous a décidé, fait son travail, il va au travail, il rentre. Et quand il y a des réunions, vous le faites. Quand il y a des activités du parti, vous partez. C'est pour dire que ceux qui sont partis dans la mangeoire, c'est pour des intérêts égoïstes et non pour les intérêts de la nation. Vous avez vu, il y en a qui sont partis, croyant que là-bas, lorsque nous allons apporter les idées, ça va aller. Mais on les a emmenés dans la logique du détournement, dans la logique de la corruption. Comme a dit un ancien ministre des Finances, je le paraphrase. Ba Congolais biso ba Congolais tolingi jouissance mingi. Mbongo yé tolé nanu. Toko réfléchir après. Vous l'avez suivi. Et c'est ça la logique de l'union sacrée. Voilà pourquoi ceux qui n'ont pas supporté l'opposition ou bien la résistance sont partis dans la mangeoire. Et nous ne sommes pas partis. Ce sont ces gens-là que vous voyez et que vous dites, on a basculé. Ils sont combien? Ils sont combien? Je ne sais pas si vous avez fait des statistiques de ces personnes. Ce sont quelques individus, mais ce n'est pas toute la population. Toute la population jusqu'à aujourd'hui garde encore leur espoir sur le président Martin. Font confiance au président Martin. Ce n'est pas aux autres, mais vous le vivez. Ici seulement quand il y a X, une autorité qui vient, il faudrait sortir des élèves, des étudiants, des fonctionnaires, il faut aller accueillir. Non. Une législation sans élit de l'ECD, M. Hubert Ntomo, comment votre parti a pu gérer ou gère cette désert institutionnel que vous êtes en train de traverser? Merci, monsieur le journaliste. Vous parlez de désert institutionnel que nous traversons. Non. Je vous ai rappelé ici qu'en 2023, il n'y a pas eu d'élection. En 2023, il n'y a pas eu d'élection. Exactement, c'est pourquoi vous n'avez pas des élus. Il y a eu des simulacres d'élection. Je pèse bien les mots, simulacres d'élection. Les gens ont été nommés. Mais puisqu'ils ont été nommés, il faut vous poser la question, vous êtes un journaliste d'investigation, quelle est la production législative de ces députés, de ces sénateurs, que ce soit au niveau national ou bien au niveau provincial? Quelle est la production? Lorsqu'on a nommé des gens qui sont dans l'hémicycle, qui a dit oui, soulève sa main, et puis qui a dit non, à la fin du mois, ils ont des émoluments colossaux. Mais nous, on ne regrette pas ça. Nous, on ne regrette pas ça. Voilà pourquoi vous voyez même ces députés ne sont pas redevables vis-à-vis de la population. Vous le sentez, vous le voyez ici. Ils ne sont pas redevables. Combien descendent sur terrain pour les vacances parlementaires? Donc pour nous, c'est un passe-temps, 5 ans de gâchis, 5 ans de galère et 5 ans qui auraient pu bénéficier à la République démocratique du Congo si réellement il y avait élection. Donc nous sommes en train d'aller jusqu'à la fin de cette mandature, donc jusqu'en 2028, impérativement, je dis bien impérativement, on doit organiser les élections pour que le peuple congolais se choisisse des dirigeants capables de transformer la République démocratique du Congo. Et ces dirigeants-là, le peuple l'a déjà choisi depuis 2018. Il reste le président élu, Martin Fayulu Madidi. Maître Hubert, de plus en plus en République démocratique du Congo, on parle de l'ECD grâce notamment à votre Ligue de jeunes. Alors comment vous, en tant que secrétaire, premier secrétaire exécutif provincial,
en charge de l'administration, comment comptez-vous repositionner cette Ligue des jeunes pour qu'il y ait également écho dans les Kwilu? Merci beaucoup. Je pense que la Ligue des jeunes relève des attributions du secrétaire national à la jeunesse, notre camarade Yves Badjoko. Et les autorités que nous sommes au niveau provincial, nous avions procédé à des nominations pour placer chacun à sa place. C'est-à-dire, nous sommes un parti organisé, nos statuts prévoient tout. Et la montée seulement, ce n'est pas au niveau de la Ligue des jeunes, la montée c'est au niveau des décidés. Et néanmoins, nous disons félicitations à la Ligue des jeunes de Bandundu-Ville, dirigée par notre camarade Benimingi, qui a organisé une grande activité le 10 de ce mois. C'était une réussite totale. Les jeunes ont répondu massivement à son invitation, encadrée par les cadres du parti. Voilà pourquoi le secrétariat exécutif provincial a apporté un secours, a apporté, n'est-ce pas, son soutien à l'organisation de cette activité du 10 février 2026. Et chacun fait son travail. Chez nous, à décider dans nos 13 valeurs, il y a ce qu'on appelle une valeur qu'on appelle compétence. Placer l'homme à la place qu'il faut. Si on a placé Béni, il doit faire vibrer l'image de l'ECD dans son secteur en tant que responsable de la Ligue des jeunes. C'est pourquoi vous les voyez se déployer, pas seulement lui, avec ceux qui travaillent avec lui, avec toute la jeunesse de Bandundu. Occasion pour moi de dire félicitations à la jeunesse de Bandundu, à la Ligue des jeunes de Bandundu, pour le travail abattu sur terrain. Je leur demande de travailler plus que ça, d'aller plus loin et d'organiser les jeunes dans la ville de Bandundu. Maître Hubert Ntomo, ça fait 7 mois que depuis que le gouvernement provincial était installé et 8 mois depuis que l'Assemblée provinciale également. Quel bilan adressez-vous au regard de ces deux institutions provinciales? Monsieur le journaliste me pose la question de pouvoir donner le bilan de l'Assemblée provinciale du Kwilu et du gouvernement provincial du Kwilu. Non, je ne suis pas député. Ben vous êtes citoyen, J'en arrive. D'abord, je fais cette observation que je ne suis pas député provincial pour que je puisse donner le bilan de notre Assemblée provinciale. Je ne suis pas dans le gouvernement provincial pour que je puisse donner un bilan du gouvernement provincial. Vous, journalistes d'investigation, qu'est-ce que vous constatez? Allez-y à l'Assemblée provinciale. Depuis qu'ils ont commencé, est-ce qu'il y a eu des édits? Qu'est-ce qui est déjà fait? Allez au gouvernement provincial. Là, on parle des achats. On parle des achats des bus pour les agents, ainsi de suite. On a acheté des bus pour les agents? Ouais. Combien? C'est à moi de poser des questions. Merci. Vous étiez censé connaître le nombre de bus pour que nous puissions en débattre. Je dis donc que pour l'Assemblée provinciale, il faudrait arriver là-bas vérifier qu'est-ce qui a déjà été fait. Les édits, parce qu'ils sont là. Principalement, les députés provinciaux ont deux activités, notamment le contrôle parlementaire et la production législative. Qu'est-ce qu'ils ont produit en termes d'édits? Combien de contrôles parlementaires ont-ils exercé et quels sont les résultats? Je n'en sais rien, moi personnellement. Mais nous avons à la tête de l'Assemblée provinciale de Kwilu un éminent juriste.
ceux qui ont fait parler l'Assemblée provinciale à la législature passée. Cela ne suffit pas. Est-ce qu'on leur donne le moyen pour la politique de leurs actions? Vous savez, il me semble qu'ils sont impayés. Plusieurs mois impayés, on les a vus organiser même des sittings à Kinshasa. Mais quel rendement voulez-vous qu'ils vous donnent? Si ce n'est que rester là-bas. En tout cas, je ne sais pas ce qui se fait. Vous qui êtes sur place ici, vous le savez. Mais le président de l'Assemblée provinciale, c'est une tête, je le connais personnellement. C'est un ami de promotion pour votre information. J'ai fini avec le président de l'Assemblée provinciale. Je connais ses capacités intellectuelles, morales, je connais. Mais qu'est-ce que nous voyons? Seul, il ne peut rien. Seul, il ne peut rien. Sans moyens, il ne peut rien. Je ne les dédouane pas. Pour exercer un contrôle parlementaire, c'est dans leurs attributions. C'est dans leurs attributions. Et ils doivent le faire parce que souvent nous disons, on a détourné ceci, on a fait ceci. Mais nous avons l'Assemblée provinciale ici. Je pense qu'ils doivent se réveiller. Que chaque député provincial se réveille pour faire le travail pour lequel il serait élu. Je dis bien, il serait élu. Disons ça comme ça. Mais pour le gouvernement provincial, qu'est-ce que je peux dire? Vous constatez avec moi, rien n'est fait. Il n'y a rien. Prenons l'hypothèse, vous avez parlé des 10 bus, en fait des bus, qu'on ait acheté 5 bus, je peux exagérer 10 bus. Est-ce que ça suffit? Très bien, on a acheté 10 bus. Ça va rouler où? Vous avez des routes ici dans la ville de Bandundu ou dans la ville de Kikwit. Ces bus-là vont servir peut-être de course de 3, 4, 5 mètres. C'est garé. Ces bus-là ne feront absolument rien parce qu'il n'y a pas de route. Ils vont rouler où? Il a plu aujourd'hui, monsieur le journaliste. Est-ce que vous étiez capable de faire un mouvement l'avant-midi ou quelques heures après la pluie? Vous avez vu le croisement au coin de Mossala en montant vers la Wamba. Vous avez vu l'eau qui stagnait là-bas. Ceux qui passaient sur des motos, ceux qui avaient leurs clients sur des motos étaient obligés de soulever les pieds. Sinon vous êtes dans l'eau. Donc nous avons des lacs ici. Si hier on a parlé des lacs Ichundala, aujourd'hui je ne sais pas comment vous allez les qualifier parce que nous trouvons encore des lacs. Ici, ces bus-là vont rouler où? Il n'y a pas de route. Rien n'est fait dans le Kwilu, rien. Absolument rien. Il n'y a pas de route. Pour quitter ici, Bandundu, et arriver chez moi ici à Bagata, 135 km, comme il a plu aujourd'hui. Mais allez-y, si vous arriverez, 3 heures, bien 4 heures après, 5 heures après, vous allez dormir sur un cours de route. Ce n'est même pas loin. À partir ici, notre ONG ici, comment s'appelle ça? Binkoumou. À partir de Binkoumou. Est-ce qu'il y a encore la route là-bas? Déjà dans la ville, il n'y a pas la route. Et dans nos villages là-bas, il n'y en a pas. Le gouvernement provincial doit, alors je dis bien, doit s'activer pour l'amélioration des conditions des couloirs. On ne voit rien, on ne sent rien. Peut-être une question viendra pour la 13e conférence. Exactement. Je vous répondrai. Peut-être ça viendra, je vous répondrai. Mais je suis encore dans le bilan du gouvernement provincial. Justement, parlons de la 13e conférence de gouvernement. En tant que leader du Kwilu, s'il faut dire un mot en rapport à ça, vous direz quoi? Merci, monsieur le journaliste. 13e conférence des gouverneurs dans la ville de Bandundu. Dans la province. C'est une bénédiction pour le chef-lieu, c'est une bénédiction pour les Bandundu. Et quand vous parlez de bénédiction, ça m'étonne. Pourquoi ça doit être une bénédiction? Pourquoi vous ne dites pas c'est un droit parce que ça se passe d'une province à une autre? Pourquoi vous devez appeler ça une bénédiction? Mais ça fait des années, Non, ça, on le voit non. dans d'autres provinces. Écoutez, on ne va pas faire cette conférence-là dans toutes les provinces le même jour. On a commencé par une province, maintenant on va dans
notre province. Mais moi, la vraie préoccupation, c'est pas celle-là. Quelles sont les retombées des 12 premières conférences de gouverneurs sur la population? L'impact. Pour moi, ça devrait être un lieu de réflexion pour l'évolution de toutes les provinces. L'échange des expériences. Mais dites-moi dans ce régime, quelle est cette province qui est développée et qui vient apporter son expertise, son expérience à partager avec les autres provinces? Je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Ça devrait être un lieu de réflexion et de partage d'expérience. Dites-nous le coup, il va apporter quelle expérience? Par exemple, pour... C'était un non-événement. Laissez-moi terminer, monsieur le journaliste, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le Koulou va apporter comme expérience pour le Congo central? À Kinshasa, qu'est-ce que le gouvernement ou le gouverneur de la ville de Kinshasa peut apporter comme expérience en mode de gestion, en mode je dirais, de récolte, par exemple, des recettes? Rien. Je pense que, par exemple, pour Kinshasa, on va nous apporter l'expérience des inondations. Et ici, avant, nous va nous apporter l'expérience de la boue, de la poussière. C'est pour dire que cette conférence, moi, je la considère, jusque-là, parce qu'on ne voit pas de retombées, comme un musique. Vous connaissez les musiques, non? Oui. Ah oui. Donc on va voir qu'il y a bien musiquement boyé. Et vous savez combien on débourse pour ces assises? Ça pouvait servir à autre chose. Vous verrez un gouvernement provincial pour se déplacer et répondre à l'invitation en rapport avec cette conférence. Le gouvernement provincial s'est fait accompagner, par exemple, de 30 personnes, 25 personnes. Mais ces gens-là ne prennent même pas parole. On devrait amener des experts en rapport avec le thème choisi. Le gouverneur prend 2, 3 experts, maximum 5 personnes, pour ne pas dire 10. Vous partez, au lieu d'amener 25, 30 personnes pour aller dormir là-bas et obtenir des per diem. Encore que vous êtes incapable, avec notre DGREC, avec toutes nos régies de finances, non, vous êtes incapable de pouvoir faire évoluer la province en termes de finances. Mais on gaspille beaucoup d'argent pour cette conférence. Donc pour nous, mais regardez, ça va se tenir bientôt. Est-ce que vous avez vu? C'est du 3 au 7 mars. Mais regardez le niveau de réalisation des travaux. Est-ce que on va le faire? Voilà encore un élément. Cette conférence a été convoquée par une ordonnance présidentielle. Ça a été reporté par une ordonnance présidentielle. Mais récemment, je viens de voir que c'est juste le télégramme du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, qui informe au gouvernement provincial de la tenue de cette 13e conférence dans la ville de Bandundu. Il y a un problème. Peut-être l'ordonnance viendra, maître. Non, non, il y a un problème. Ça peut venir. Il y a un problème de droit. Il y a un problème de droit. Parallélisme des formes et des compétences. Voilà. Il faut faire les choses proprement. Il faut faire les choses proprement. Donc pour cette 13e conférence de gouverneurs, ça sera seulement de l'argent de l'État gaspillé. Les gens sont venus d'ailleurs. Pendant quelques temps, ils ont parlé, mais entre-temps, ce sont les caisses de l'État qui saignent. Très bien. Il faut repenser cette histoire des conférences des gouverneurs. Ce n'est pas mauvais, mais il faut repenser. Merci, maître Hubert. Je rappelle que vous êtes
secrétaire provincial adjoint en charge de l'administration au niveau de l'ESID. Maître Hibert, les élections c'est dans 2 ans. Comment votre parti se prépare-t-il sur ces élections qui bientôt sera organisée en termes des objectifs? Merci beaucoup pour la question, monsieur le journaliste. Vous nous voyez à pied d'œuvre, comme je vous ai rappelé, que nous sommes sur terrain et nous sommes en train d'implanter le parti. Nous avons des objectifs. D'abord, si nous prenons ce que nous appelons comme mission de notre parti, notre mission c'est de servir le peuple congolais par l'exercice du pouvoir d'État et répondre à ses aspirations, notamment à la paix, au développement, et faire jouer la République démocratique du Congo son rôle, c'est-à-dire de moteur du développement de l'Afrique. Voilà notre mission. Et pour ce faire, le pouvoir s'obtient à travers les élections. Et nous nous préparons là-dessus. L'objectif, c'est de voir le président Martin Fayulu au pouvoir être proclamé comme président de la République à travers les élections dignes, libres, transparentes et démocratiques. Et aussi, les idées voudraient avoir plus de 100 députés, je dis bien plus de 100 députés nationaux, plus de 300 députés au niveau provincial et également des sénateurs, des conseillers communaux. Donc nous avons les objectifs de pouvoir conquérir le pouvoir, comme vous le savez. C'est ça même l'objectif poursuivi par chaque parti politique. Conquérir le pouvoir, l'exercer et chercher à le garder le plus longtemps possible, mais légalement. Parce qu'il y en a qui peuvent avoir des idées de se pérenniser au pouvoir en piétinant la constitution de notre pays. Voilà les objectifs pour nous en 2028. C'est-à-dire avoir le président Martin à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo, puisque le peuple congolais est toujours avec lui, nous y arriverons. Puisque le peuple congolais est toujours avec ESID, nous y arriverons et nous aurons beaucoup de députés nationaux, provinciaux, sénateurs, conseillers communaux et j'en passe. Voilà ce qu'attend le peuple congolais en 2028. Et nous nous préparons par rapport à ça. Parce que sans la Mouka, sans ESID, sans le président Martin Fayulu à la tête de ce pays, nous risquerons de rester dans les statu quo. Raison pour laquelle nous voulons qu'il y ait ce dialogue inclusif où tous les Congolais doivent se retrouver, faire des réformes institutionnelles afin d'obtenir ces élections pour que la victoire du peuple congolais, telle que voulue en 2018, que cette situation ne se répète plus. Que la situation des simulacres d'élections telle que passée en 2023, que cela ne se répète pas. Puisque nous nous préparons par rapport à ça, nous devons être sur terrain. C'est là que nous demandons à nos militants, aux cadres, de bouiller leur maillot, d'être sur terrain. Vous constatez, il n'y a que ESID qui est sur terrain. Les autres sont en train de se la couler douce avec le champagne. Ils sont là. Vous le verrez seulement à la fin de leur mandat, à la veille des élections. L'argent qu'ils ont obtenu par la corruption, par le détournement, ils vont venir ici pour tenter de corrompre. Le peuple congolais est déjà mature. Cette fois-ci, le peuple congolais ne voudra jamais que sa victoire soit volée. Comme on dit dans notre Kikongo, Bogetolaka Diboko, Naposhi Yamuyibi Mbalamosi Mbalazole fait. Donc, si vous avez volé hier,
demain vous ne volerez pas, parce que le peuple va veiller. Le peuple va surveiller son vote jusqu'à porter le président Martin et tous les députés au niveau des institutions. Voilà ce que nous comptons pour les élections de 2028. On se prépare là-dessus et nous sommes déjà prêts. Alors, maître, s'il faut dire un dernier mot pour ces numéros, vous direz quoi? Merci d'abord pour votre invitation. C'est la première fois, je pense que ce ne sera pas la dernière. Ici, nous disons merci au président Martin pour l'encadrement des Congolais, de la jeunesse, pour les idées qu'il a toujours pour le développement de ce pays. Là où il est, qu'il trouve ici l'expression de notre profonde gratitude pour son dévouement à la cause de la patrie. C'est pourquoi nous avons dit le camp de la patrie. Et lorsqu'il a parlé du camp de la patrie, c'est un état d'esprit qui demande à chaque Congolais, sur pied de l'article 63 de notre Constitution, qui dit tous les Congolais ont le droit et les devoirs sacrés. Et les devoirs sacrés de protéger notre pays, l'intégrité territoriale. Lorsque le pays est agressé, chacun doit se lever, chaque Congolais doit se lever pour défendre notre Mama Congo, notre nation. Merci au secrétaire général de Vosso Kitoko, Oulenda, le coach, qui a toujours encadré la jeunesse. Merci pour ce que fait le secrétaire exécutif provincial de l'ECD Kouilou, le professeur Willy, et nous, ses adjoints. Nous disons merci à toute l'équipe de l'ECD Bandundu, qui a organisé des réunions avec moi, qui a organisé des activités avec moi. Cette équipe qui m'a accompagné ce soir pour que cette émission ait lieu, c'est grâce à elle. Voilà pourquoi je dis merci à tout le monde. Je demande à tous les Kouilois, en particulier ceux de Bandundu-Ville, puisque nous nous y trouvons, d'adhérer massivement à l'ECD. Allez prendre vos cartes de membres pour que nous puissions tous travailler main dans la main et libérer ce pays de la dictature qui veut s'installer, qui s'installe déjà, pour libérer ce pays de la mauvaise gouvernance, de la mauvaise gestion, pour que demain, chaque Congolais puisse se retrouver. Je salue en passant tous ceux qui nous ont accompagnés pendant notre séjour ici. Et nous demandons à ce que, en cette date du 18 février 2023, peut-être que vous avez oublié cette date, je vous le rappelle, ça fait 20 ans que nous avons notre constitution promulguée le 18 février 2006. Aujourd'hui, nous sommes au 18 février 2026, excusez-moi. Ça fait exactement 20 ans, jour pour jour, que nous avons notre constitution, que nous gardons jalousement. Nous ne permettrons, les idées ne permettra à quiconque de penser, même de rêver à sa révision, ni à son changement. C'est un travail de fruits, c'est le fruit d'un travail de dur labeur, c'est le fruit des sacrifices. Il y en a qui sont morts pour que nous ayons cette constitution. Nous devons nous lever. Seule la lutte libère, avec ici idée pour la dignité du peuple congolais, pour un Congo fort et prospère. Et c'est possible de transformer la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci, maître.
dialogue national inclusif, persistance de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, le rôle de l'ECD. Maître Hubert Ntomo répondait aux 13 questions de l'ESAS Télévision.